Chapitre 1 Apple, une entreprise en difficulté. Après une belle décennie, les années 90 chez Apple Computer Inc. sont assez difficiles. Pour pallier ces difficultés, et face à une perte de vitesse notable dans le secteur hardware, face à Intel et Microsoft, Apple décide de lancer, en plus de ses historiques Macintosh, dont on parlera peut-être dans une prochaine vidéo, un produit qui semble doute est assez mystérieux. Révolution du marché, pas vraiment. Le produit en question, c'est le MessagePad 2100. Longtemps retardé, le lancement du Newton MessagePad a lieu le 2 août 1993, au prix de lancement de $699. Les appareils comportent un logiciel de reconnaissance d'écriture manuscrite et ont été développés et commercialisés par Apple. Les appareils exécutent, quant à eux, le système d'exploitation Newton. Critiqué par sa faible durée de vie, comblée en plus par une mauvaise commercialisation et une campagne marketing qui n'est pas à la hauteur, le produit connaît un redoutable échec. L'entreprise se retrouve alors face à des grandes difficultés. En 1993, le néo-PDG Gilles Amelio annonce des pertes s'élevant à plus de 700 millions de dollars, avec en prime une vague de licenciements gigantesque. Ce dernier provoque une vague de 2700 licenciements d'employés à temps plein et 1200 intérimaires. Apple est très clairement en très grande difficulté et à la recherche d'un second souffle. Chapitre 2 Un retour marquant. Gilles Amelio, comprenant l'enjeu, mène une réflexion. Après plusieurs tentatives infructueuses de développement significatif de macOS, Apple est aujourd'hui à la recherche d'un nouveau système d'exploitation pour faire évoluer simplement ses logiciels. Après des discussions avec Bee Inc., fondée par Jean-Louis Gasset, ancien président de la division de produits d'Apple, Apple s'est finalement tourné vers Next et son système Next Step en décembre 1996 avec un rachat s'élevant à 427 millions de dollars. Ce rachat signifie alors le retour de Steve Jobs dans l'entreprise qui devient alors conseiller de Gilles Amelio. C'est officiel, Steve Jobs est de retour chez Apple. En 1997, le conseil d'administration Apple a remercié Amelio pour ses services et propose sur le moment à Steve Jobs le poste de PDG. Il a rejeté cette proposition en acceptant cependant de devenir membre du conseil d'administration avant de devenir directeur général par intérim. Ce dernier d'ailleurs inspira Apple à nommer ses produits avec un I selon des employés de l'époque. Pour information, Steve Jobs était nommé au sein d'Apple ICO avec un I pour intérim, lettre qu'on retrouvera plus tard dans des produits Apple dont l'on parlera d'ailleurs dans les prochaines minutes. D'autres verront plutôt le I pour Internet, nécessaire au fonctionnement des appareils Apple. Chapitre 3 L'âge d'or. Steve Jobs étant installé au rang de leader, établit une stratégie de diversification en collaborant même avec des acteurs du marché, concurrents pour certains. Cette stratégie fait naître une panoplie d'appareils que vous connaissez sans doute tous aujourd'hui. Avant cela, Steve Jobs et ses collaborateurs établissent un nouveau plan de développement. Développer une chaîne de magasins interne. Apple retire ses produits des catalogues de différentes chaînes de magasins comme le très connu Best Buy. Pour améliorer la visibilité de ses produits et pour préparer le terrain d'avancée future, Apple lance sa propre chaîne de magasins connue sous le nom d'Apple Store. Le premier a ouvert, pour information, le 19 mai 2001 à Glendale, en Californie. Le terrain de vente étant maintenant prêt, Apple décide de lancer l'historique iPod, dont vous connaissez sans doute tous le nom aujourd'hui. 2 ans après, l'iTunes Music Store est lancé, qui deviendra d'ailleurs en 2006 l'iTunes Store. Terrain idéal, stratégie payante, Apple collabore cette année même avec Intel pour ses ordinateurs. En août 2006, presque un mois avant la date prévue, toutes ces gammes Macintosh ont migré vers la plateforme Intel. Power Mac, PowerBook et iBook sont remplacés respectivement par Mac Pro, MacBook Pro et MacBook. Finalement, tout a un sens chez Apple. Steve Jobs, avec son management si particulier, de forme plutôt autoritaire, aura mis une entreprise en difficulté en direction des sommets. Mais un appareil n'a pas vraiment eu de successeur depuis son échec en 1993. Et ce dernier, on en a parlé, c'est le Newton MessagePad. Comment réinventer cet appareil? Est-il vraiment définitivement mort? L'histoire est un peu plus glorieuse que cela.
Chapitre 4. La naissance du Graal. Trouver un successeur du MessagePad avec une idée, un projet, tel est le questionnement. Au milieu des années 2000, les téléphones portables ont commencé à offrir le stockage et la lecture de fichiers MP3, ce qui va directement en concurrence avec l'iPod. En 2005, Apple et Motorola, pour contrer le marché, ont lancé le Rocker E1, le premier téléphone mobile au monde à utiliser iTunes, mais le résultat n'a pas été à la hauteur des attentes. Apple a ensuite essayé d'ajouter une fonction téléphone à son iPod en créant un téléphone iPod en utilisant l'interface existante. Mais rien n'y fait, vraiment rien n'y fait. Pour retrouver des parts de marché importantes et essayer d'aller toujours plus loin face à la concurrence, Apple doit trouver le remède pour être innovant et intéressant pour le grand public. Steve Jobs veut donc quelque chose de nouveau. Il décide alors de lancer des recherches avec des grands moyens, avec une équipe d'ingénieurs sur des écrans tactiles. Les étapes de recherche et de développement initiées par Apple se déroulent alors principalement à Paris et sont réalisées par une unité Apple sous la direction d'un ingénieur français. Steve Jobs rejette alors clairement l'idée de 2005 avec le Rocker E1 et veut maintenant internaliser un maximum sa production. Software, hardware, tout doit être sous le contrôle d'Apple. Avec un investissement massif de plus de 150 millions de dollars pour le développement, avec une recherche qui s'étend sur une trentaine de mois, un produit se trame. Des rumeurs, des doutes, évidemment. Ça y est, nous sommes en 2007. En ce début d'année, des questionnements sur la société se posent. Par exemple, le secteur de la grande distribution est autorisé à diffuser des publicités sur des chaînes de télévision nationales. Mais mieux que cela, un grand événement se trame chez Apple. Le 9 janvier 2007, une conférence se prépare. Un nouveau produit va être présenté lors d'une conférence. Image. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Après cette mythique présentation, une présentation qui est reconnue dans le monde et toujours idolâtrée aujourd'hui, tout le monde veut en savoir plus. Qu'est-ce que l'iPhone ? Simplement, c'est le téléphone à écran tactile multipoint ou multitouche qui contient un iPod et un navigateur web. Boum, la bombe est lancée. Apple révolutionne le marché du mobile à tout jamais. Steve Jobs a vu le lancement de l'iPhone comme une révolution comparable à celle des innovations technologiques représentées en 1984 et 2001 respectivement par 2 autres produits d'Apple, le Macintosh et l'iPod. L'iPhone a donc été mis en vente pour la première fois aux États-Unis le 29 juin 2007. En complément, la première version de l'iPhone a été rendue disponible au Royaume-Uni, en France et en Allemagne en fin d'année 2007 voire 2008, les dates étant pas forcément très précises. Le téléphone est sorti aux États-Unis au prix de $499 pour le modèle 4Go et $599 pour le modèle 8Go. Un contrat de 2 ans est requis pour les 2 modèles.
Des milliers de personnes ont attendu devant les magasins Apple quelques jours avant la mise en ligne de l'appareil. De nombreux magasins sont en rupture de stock dans l'heure suivant la vente. Justement, intéressons-nous maintenant à la stratégie d'Apple sur la commercialisation de l'iPhone. Chapitre 5. La stratégie de commercialisation. Pour vendre son iPhone, Apple innove avec une campagne de marketing visant à engendrer une attente chez le consommateur. Le but chez la marque est d'attirer l'attention pour faire aimer le produit un maximum. Le lancement du premier iPhone fait d'ailleurs l'objet de rumeurs et de préannonces sur les nouveautés technologiques pour avoir but de donner envie au consommateur et en complément, préparer son achat en amont de la sortie du produit. Dans sa stratégie, Apple favorise une politique de prix élevée à marge importante. Lors du lancement du premier modèle, les consommateurs doivent s'engager pour un abonnement auprès de l'opérateur de téléphonie mobile ayant signé un accord exclusif de distribution. En France, c'est Orange qui obtient l'accord exclusif pour le premier modèle. Réussite, évidemment, la stratégie est payante pour les premières années et pour les premières générations et même aujourd'hui. Voici quelques chiffres. Lors de son lancement aux États-Unis, le mobile se vend en 2 semaines à plus de 200 000 exemplaires. D'autres chiffres sont ensuite communiqués en 2009 par Apple. Apple annonce avoir dépassé son objectif de vente de 10 millions d'iPhone en un an, affirmant avoir vendu 13,7 millions d'iPhone dans le monde. Clairement, la stratégie commerciale à base de marketing réfléchi d'Apple est vraiment payante. Chapitre 6. Et maintenant, Steve Jobs a officiellement démissionné de ses fonctions de PDG le 24 août de la même année tout en conservant son poste de président du conseil d'administration. Tim Cook prend alors le relais. Cependant, dans la nuit du 5 octobre 2011, il décède d'un cancer du pancréas. À sa mort, et à mesure que le marché fluctue, Apple devient l'entreprise la plus riche du monde en termes de capitalisation boursière. Mais aujourd'hui, où en est Apple ? Concernant l'iPhone, Apple est aujourd'hui solidement implanté sur le marché du téléphone. Le marché de l'iPhone est aujourd'hui principalement haut de gamme, même si, pour faire face à une nouvelle concurrence émergente, Apple est dans l'obligation de proposer aujourd'hui un modèle SE, moins cher et plus accessible. Apple possède aujourd'hui une offre qui s'étend dans un spectre de prix assez large.